Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à bientôt 15h. Le Covid menace le Tour de France avec un nouveau coureur positif aujourd'hui, le Français Guillaume Martin. Il n'a pas pris le départ de la 9e étape. Ça fait 3 coureurs positifs au total. La peur d'un cluster dans le peloton est de plus en plus grande. Une nouvelle vague de forte chaleur arrive. Il va faire jusqu'à 38 degrés dès demain et ça pourrait encore grimper haut et durer longtemps. Où et combien de temps? On fera le point avec Sandra Larue dans notre édition. Les incendies, un feu s'est déclaré ce dimanche entre Sète et Montpellier. Feu maîtrisé, mais les pompiers restent très vigilants. Par ailleurs, un nouveau départ de feu a eu lieu tout près de là, à Villeneuve. Et puis en Ukraine, les bombardements russes sont incessants. Une frappe sur un immeuble a eu lieu dans l'est du pays. Un dernier bilan fait état de 15 morts. 5 personnes ont pu être sauvées. Les précisions dans notre journal. On commence donc d'abord avec cette inquiétude sur le Tour de France et cette information du jour. Le coureur français de la Cofidis, Guillaume Martin, a été testé positif au Covid. Il a dû abandonner. Il vient s'ajouter aux 2 autres coureurs positifs hier, dont un coéquipier du maillot jaune, Tadej Pogačar. La menace Covid plane sur le peloton. Les précisions de Valentin Jamin, envoyé spécial RMC Sport BFM TV sur le Tour. Un des meilleurs Français contraint de quitter le Tour de France ce matin. Guillaume Martin, 14e du classement général, a été testé positif au coronavirus. Il était pourtant en forme jusqu'à hier, le coureur de l'équipe Cofidis. Mais après application du protocole mis en place par les organisateurs, il est contraint d'abandonner le Tour de France ce matin de cette 9e étape. Guillaume Martin est contagieux et représente un danger pour les autres coureurs du peloton, pour ses coéquipiers, pour les staffs. Donc d'une manière collégiale, il a été décidé qu'il soit tout simplement non partant. Il a besoin de rentrer chez lui, de se soigner, d'être isolé. Et puis probablement que dans une dizaine de jours, ça ira mieux. C'est une mauvaise nouvelle. C'est le 3e test positif en 2 jours pour un coureur du Tour de France. La contagiosité du virus monte et inquiète ici même au sein des équipes. L'équipe par exemple du maillot jaune Tadej Pogačar aimerait restreindre un petit peu les contacts avec l'extérieur et notamment avec le public. Demain, journée de repos pour les coureurs, donc un petit peu de répit mais aussi de la fébrilité puisque ce soir, l'ensemble du peloton sera de nouveau testé au coronavirus. Cette année sur le Tour, la bulle sanitaire a été revue à la baisse par rapport aux 2 précédentes années. C'est ce que regrette le docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste et président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Vous avez des spectateurs qui sont vraiment... Alors ça, c'est vraiment typiquement... Regardez, ils sont là, dans des lieux concentrés, où personne ne porte de masque. Donc s'ils aiment vraiment le Tour de France et qu'ils ne veulent pas le perturber, là, ils doivent porter un masque quand ils sont trop proches des coureurs. Ils ne sont pas toujours sur leur vélo. Ils descendent du vélo, ils croient qu'ils sont dans la foule, ils se font masser, ils vont dans des endroits et dans les hôtels, etc. Alors déjà, j'ai appris qu'ils ne dormaient plus à 2 par chambre, mais ils sont tout seuls dans leur chambre. Mais si le personnel autour n'est pas masqué, c'est clair qu'il y a du risque. Dans l'actualité également de ce dimanche, cette nouvelle vague de chaleur qui arrive sur la France à partir de demain. Le pays qui va à nouveau suffoquer, il va faire 38 degrés dès ce lundi sur le sud-ouest et le pic est attendu le week-end prochain. Ilalel Aflahi et Audrey Allos. À Boissé et Gaujac dans le Gard, la semaine s'annonce brûlante. Le mercure va dépasser les 37 degrés. Alors au camping Paradis, les vacanciers se préparent à ces fortes chaleurs et certains sont mieux lotis que d'autres. Comme Sandrine, emplacement 276. Là, il est sous les arbres, regardez. Donc on est bien protégé du soleil. Venue de Normandie il y a 10 jours avec enfants et petits-enfants, la famille compte bien profiter des vacances et sait comment éviter les coups de chaud. Ça sera soit la rivière, soit comment la piscine. Et puis s'il fait très chaud, on ira dans les grandes surfaces et puis on prendra un petit peu la clim parce que là, on n'a pas la clim. Au Pont du Gard, on appréhende déjà la fin de semaine prochaine et les 40 degrés annoncés. Les pieds dans l'eau, Jérémy et sa mère qui ont quitté le nord de la France pour les vacances vont devoir s'adapter. Ça sera à voir si on peut sortir de la journée ou ça sera plutôt le soir, quoi. Je crois que c'est dans la journée, c'est enfermé ou bien à l'ombre, quoi. À Sète, la vague de chaleur se fait déjà ressentir. En milieu de matinée, la température dépasse les 30 degrés.
Une bonne raison pour aller à la plage en famille, en prenant ses précautions pour protéger les enfants du soleil. On met des t-shirts anti-UV, des casquettes, le parasol, la tente aussi. Et puis on essaye de se protéger et surtout on va pas tarder à rentrer. La vague de chaleur risque de se transformer en canicule, alors les médecins rappellent les gestes à adopter. Il faut éviter de faire des efforts en pleine chaleur. Il faut boire 1,5 litre, 2 litres par jour. Il faut se rafraîchir. Si on n'a pas les moyens de prendre une douche, on se rafraîchit les avant-bras, on se rafraîchit la nuque. Des habitudes à prendre car la canicule pourrait s'étaler sur plusieurs semaines. Les professionnels de santé redoutent un épisode semblable à celui de 2003. On a vu les gens qui s'accumulaient dans les urgences, les gens qui faisaient des 42 fièvres, etc., des coups de chaleur. Donc c'est la durée qui fait que les gens, l'organisme supporte pendant un moment et puis tout d'un coup tout explose, quoi. La canicule de 2003 avait causé près de 15 000 décès. Sandra Larue, notre spécialiste météo, est avec nous en plateau. Sandra, qu'est-ce qui va se passer ces prochains jours ? Alors c'est enclenché, en effet, c'est ces températures qui vont grimper, qui ne vont cesser de grimper. On va assister à une hausse progressive déjà aujourd'hui. Donc les températures étaient déjà très élevées, on était déjà nettement au-dessus des normales de saison. Vous le voyez, on a cette France totalement dégagée, de quoi laisser arriver cet air très chaud en provenance du Maghreb. Donc les températures donc déjà très élevées ces derniers jours montent d'un cran encore aujourd'hui, même si ça reste aujourd'hui encore tout à fait respirable. On est quand même dans des conditions plutôt calmes là, alors que vous voyez déjà, on est quasiment partout dans des valeurs bien supérieures, ou en tout cas, tout juste supérieures à 30 degrés. 35 degrés sur le golfe du Lion, 34 à Toulouse, 33 à Bordeaux, 32 degrés sur l'ouest, sur la façade atlantique, il va faire très chaud. 32 à Nantes, à La Rochelle, sur les Pays de la Loire, 30 degrés au Mans, 29 à Paris. Bref, pour cet après-midi, ça va encore, mais ça monte vraiment d'un cran pour demain. Déjà dans la matinée, on va le voir, il faisait 14,5 degrés ce matin à Paris, il en fera déjà 17 demain matin, 20 degrés à Bordeaux. Donc ça commence tout doucement à monter le matin. Il faisait déjà très chaud sur le sud-est en matinée, donc ça continue. Et dans l'après-midi, là, on atteint encore des valeurs plus élevées, 36 à 38 sur le sud-ouest, sur la vallée du Rhône. Vous le voyez aussi sur la façade atlantique, dans l'intérieur des terres, 34 à 36, 30 à 34 degrés. Donc quasiment partout, on sera dans des valeurs bien supérieures à 30 degrés. Voilà dans le détail les températures pour votre après-midi de demain, donc ça monte progressivement, 37 du côté de Toulouse, 36 à Bordeaux, 31 à Paris, et ça continue pour la journée de mardi avec des pointes localement à 39, 40 degrés sur le sud-ouest, fort probablement, et ça pourrait remonter assez haut, vous le voyez, jusque sur l'intérieur de la Bretagne. Donc des températures qu'il va falloir surveiller, il va falloir surtout aussi beaucoup se protéger, puisque dans le détail, ça va donner ça pour mardi après-midi. Et vraiment, alors on pourrait avoir une toute petite baisse, mais avoir vraiment 1 ou 2 degrés sur les régions du Nord pour jeudi, pour ce 14 juillet. Mais ce sera très temporaire parce que le pic de cet épisode de forte chaleur est attendu le week-end prochain. Épisode de forte chaleur, mais est-ce qu'on peut parler de canicule, Sandra ? Alors pour l'instant, on n'en parle pas. Pour l'instant, on parle d'une vague de chaleur. Fort probablement, il sera question d'une canicule. Une canicule, vous savez, c'est 3 jours consécutifs et 3 nuits consécutives avec des températures qui ne descendent pas en dessous d'un certain seuil. Et ça, c'est différent en fonction de chaque département. Là, ce qui pose question encore sur de nombreux départements, c'est que les températures du matin, dans un premier temps, ne vont pas grimper si haut. En tout cas, les températures de la nuit ne vont pas rester si élevées. Donc, on pourra récupérer un petit peu. Cela dit, les températures de l'après-midi vont grimper vraiment, elles, très, très haut. Il faudra surveiller ces valeurs attendues, surtout pour la journée de dimanche où on atteint encore des sommets et ce sera vraiment sous surveillance. En fait, tout va dépendre de cette goutte froide, de son positionnement exact, mais plus ça va et plus le scénario du pire, entre guillemets, il faut quand même relativiser, est envisagé, même si ça va monter très haut. Mais si cette goutte froide se décale à l'ouest du Portugal, elle va aspirer cet air très chaud en provenance du Maghreb et agir comme une pompe à chaleur, comme ce qui s'est passé en juin dernier. Voilà, donc cette pompe à chaleur qui va alimenter en air très chaud la France sur plusieurs jours. Et c'est vrai qu'on ne voit pas vraiment la fin de cet épisode qui pourrait aller au-delà du week-end prochain. Merci à Sandra Larue pour ces précisions. Bonjour Jean Jouzel, merci d'être notre invité cet après-midi, climatologue, ancien vice-président du GIEC. On le voit, ces vagues de chaleur qui se répètent semaine après semaine. On en reparle, elles sont plus fréquentes, on a l'impression qu'elles sont aussi plus intenses, parfois même plus précoces. On a vu ça au début juin notamment. Comment est-ce que vous analysez ce que l'on vit actuellement ? Oui, bonjour.
Bon, d'abord, merci à Sandra Larue qui a bien décrit ce vers quoi nous allons, mais effectivement, ce n'est pas une surprise. Disons, quand on regarde les 30 dernières années, eh bien déjà, sur des régions comme l'Europe de l'Ouest ou bien le pourtour méditerranéen, il y a une intensification des vagues de chaleur et elles deviennent soit plus fréquentes, soit plus disons, intense. Et on a vu en France, par exemple, une température de 46 degrés qui a été atteinte, je crois, en 2019. Donc, et c'est ce que l'on prévoit, disons, en notre communauté scientifique, dans un contexte de réchauffement climatique. Disons, ce qui se passe est vraiment ce que l'on prévoit. Je dirais que ce serait presque une surprise que ça ne se passe pas comme ça se passe actuellement. C'est-à-dire que, eh bien, déjà à 1 degré de plus en moyenne, une vague de chaleur disons, typique des années pré-industrielles, devient 3 fois plus fréquente. À 1,5 degré, elle deviendrait 4 fois plus fréquente. À 2 degrés, 6 fois plus fréquente. Et donc, disons, à une vague de chaleur qui se reproduit une fois tous les 10 ans, eh bien, à plus 4 degrés, elle se reproduirait pratiquement tous les ans. On voit bien, et tout cela, on le dit, on le redit, c'est quelque chose qui est prédit par les rapports successifs du GIEC depuis plus de 20 ans maintenant. Donc voilà, c'est quasi mécanique, c'est-à-dire que les températures records augmentent plus rapidement que les températures moyennes, donc c'est plus intense les réchauffements. Et le problème aussi, c'est que de plus en plus, eh bien, on voit que ces vagues de chaleur se combinent avec des périodes de sécheresse. Je crois que ça va être le cas en tout cas pour la prochaine semaine. Ça se termine aussi assez régulièrement par des pluies torrentielles. Et on voit bien cette mécanique un peu difficile par rapport disons, ce ne sont pas des bonnes nouvelles, les vagues de chaleur, les pluies torrentielles. On a vu aussi, par exemple, l'été dernier, effectivement, aux Pays-Bas et en Belgique et en Allemagne, ces pluies torrentielles qui ont fait aussi des victimes. Donc c'est tout cela, la mécanique et bien sûr les feux de forêt aussi qui sont largement favorisés, dont l'extension est largement favorisée quand on combine sécheresse, disons, vent violent et puis aussi, bien sûr, canicule. C'est tout cela qui est malheureusement au menu de cet été. Il faut faire très attention, il faut se protéger, vous l'avez bien dit, et la prévention est extrêmement importante. Jean Jouzel, on a tous en tête évidemment la canicule de 2003. Il y avait vraiment eu une sévérité inédite avec de nombreux morts. Est-ce que cet épisode de forte chaleur, on verra si c'est une canicule, peut être plus importante, beaucoup plus importante que celle de 2003 ? Déjà, on arrive à des températures qui sont proches de celles de 2003. On s'y habitue progressivement, mais les températures que l'on va connaître au cours disons, au-delà de 40 degrés dans certaines régions, ce que nous a bien décrit Sandra Larue, ce sont quand même des températures qui ont été, elles, atteintes en 2003. On ne sait pas, disons 2003, c'était à la fois très chaud, très long, ça a duré une douzaine de jours, et pour le moment, je crois là aussi qu'on n'a pas une capacité de prédiction à échéance de quelques semaines pour dire si oui ou non nous aurons quelque chose d'équivalent à 2003. Mais disons que nous prenons le chemin effectivement d'une véritable canicule, même si le mot n'a pas encore été prononcé, si ça se poursuit au cours des semaines à venir. Mais là, il y a un point d'interrogation auquel je ne peux pas répondre. Mais le risque est là, et des canicules comme 2003, si ce n'est pas cette année, eh bien ce sera une année, dans les années à venir, qu'elle se reproduira. Alors, du point de vue, je crois, sanitaire, nous sommes quand même mieux préparés qu'en 2003. En 2003, il y a eu 15 000 morts supplémentaires en France. Ce ne devrait pas être le cas, même si nous avions quelque chose d'équivalent à 2003. Je crois que nous sommes mieux préparés, la prévention est mieux faite, en particulier pour les personnes les plus fragiles. Donc c'est bien sûr mon souhait que ce ne soit pas le cas, vous voyez bien, mais dire qu'on n'aura pas une canicule équivalente à 2003 est très difficile. Mais nous sommes vraiment, je crois, mieux préparés. Il faut beaucoup de vigilance et bien sûr, je crois que c'est ce que vous demandez tous et ce que nous demandons tous, beaucoup d'attention à ces vagues de chaleur. Merci beaucoup Jean Jouzel de nous avoir répondu cet après-midi sur cette situation, donc sur ces jours de forte chaleur et probablement de canicule qui nous attendent dans ce contexte de réchauffement climatique et justement la chaleur qui est l'une des causes également de la propagation des incendies. 2 nouveaux départs de feu ce dimanche, un qui s'est déclaré entre Sète et Montpellier. Les pompiers restent là-bas très vigilants. Par ailleurs, un nouveau départ de feu a lieu tout près de là, à Villeneuve. C'est là qu'on vous retrouve Nicolas Coadou. Vous êtes sur place pour nous expliquer ce qui se passe à l'instant où on se parle. Visiblement, les pompiers sont à l'œuvre pour éteindre ce feu.
Absolument, et vous le voyez sur ces images, les pompiers viennent d'arriver il y a une vingtaine de minutes. Alors le feu serait parti de ce foyer que vous voyez juste ici, il s'agit de tôle et alors c'est extrêmement dangereux et les pompiers doivent agir extrêmement rapidement puisque vous le voyez, les flammes se propagent à une vitesse folle. Vous l'avez dit, nous sommes dans un contexte de sécheresse et alors regardez, il y a des serres, des habitations à seulement quelques dizaines de mètres. D'ailleurs, vous les voyez sur ces images, les habitants qui sont ici sont extrêmement inquiets. Ils sont eux-mêmes munis d'un simple jet d'eau pour essayer d'éteindre ces flammes qui se rapprochent petit à petit des habitations. Voilà, en tout, une dizaine de camions de pompiers sont mobilisés ici. Ils ont pu arriver extrêmement vite puisque, vous l'avez dit, ils étaient mobilisés sur un autre feu, à environ 15 km, un feu qui est désormais fixé. Mais lorsqu'ils ont appris ce départ de feu, ils sont arrivés extrêmement rapidement pour essayer de le circonscrire. Alors, il y a encore beaucoup de travail. Alors, tout de suite, je vais rejoindre le commandant des opérations de secours. Bonjour, commandant. Où en est le feu à l'heure où on se parle? C'est assez impressionnant à l'image. Donc, effectivement, c'est impressionnant. Donc, le feu est fixé. On est maître du feu. L'appui des moyens départementaux, des avions, nous ont permis de couper le plus chaud de l'intervention. Et là, avec nos moyens terrestres, on va parfaire l'extinction, notamment au niveau du hangar. L'intérêt, c'est que les animaux étaient préservés. On a pu faire évacuer les chevaux et les cerfs, notamment l'habitation dans l'axe qui a été préservé. Alors justement, on voit qu'il y a beaucoup d'habitations à côté. Les personnes qui sont en train d'essayer d'éteindre avec un jet d'eau, c'est vrai que ça peut paraître dérisoire vu à l'image. C'est quelque chose qui est utile de pouvoir essayer d'éteindre tous les feux, même avec un simple jet d'eau? Ça peut, alors sans se mettre en danger, bien entendu. Ce qui est alors on les laisse faire parce que là, ils ne sont pas dans les fumées, ils ne prennent pas de risque majeur pour eux. Et c'est un côté rassurant pour eux principalement, puisque nous, avec nos moyens, là, on va réussir à parfaire l'extinction complètement dans son intégralité. On venait de le dire, en fait, de nombreux départs de feu. Il y avait un autre départ de feu à seulement 15 km. La sécheresse peut expliquer ça. Je sais qu'il est encore un petit peu tôt pour trouver des explications. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces feux aussi fréquents? Les conditions climatiques qui sont par rapport à la normale un peu plus avancées cette année. C'est-à-dire qu'on a ces conditions notamment plus souvent fin juillet, août. C'est un peu en avance, donc on a des départs de feu fréquents. Un vent qui ne favorise pas... qui favorise justement ces propagations rapides et où on doit être vraiment très très réactif. Alors effectivement, j'étais aussi intervenant sur le feu de Cournon-Sec ce matin. On a eu 3 hectares qui ont pu être rapidement éteints, toujours avec nos moyens départementaux, plus des moyens terrestres conséquents, très conséquents et très réactifs, très rapides. Merci beaucoup, commandant. Voilà, vous l'entendez, le feu vient d'être fixé il y a quelques minutes et vous le voyez sur ces images de Cléano à l'eau. Le feu commence à être éteint, mais il y a encore beaucoup de fumée. Les pompiers seront à l'œuvre pour au moins les 2 ou 3 prochaines heures. Merci beaucoup, Nicolas Coadou. Donc à Villeneuve-les-Maglones, dans l'Hérault, c'est très rare d'être comme ça, juste à côté des pompiers en pleine intervention. Image très rare. Et merci beaucoup à vous de nous faire vivre ce moment. Le feu donc qui est en train d'être maîtrisé par les pompiers, mais bien évidemment, la vigilance reste de mise sur place. On parle aussi ce dimanche de la guerre en Ukraine, 137e jour de guerre. Il y a eu une frappe russe sur un immeuble d'habitation à Tchassiviar, c'est dans l'est de l'Ukraine. Dernier bilan, 15 morts et 5 personnes sauvées selon les secours. Les décryptages avec le général Pellistrandi dans un instant. Les bombardements qui sont incessants évidemment et qui risquent de durer encore longtemps. On écoute le général Pellistrandi. Même si les Russes ont affirmé qu'ils faisaient une pause opérationnelle dans la région du Donbass, on voit bien que les bombardements continuent. Il y a donc eu cette frappe sur Tchatsiviar, qui est une ville à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Kramatorsk. Donc on voit que cette région concentre les frappes sur des cibles qui sont, il faut le souligner, des cibles civiles, sans aucune valeur militaire. Mais il y a eu également des frappes à Mykolaiv, il y a toujours Odessa, Kharkiv. Kharkiv, n'oublions pas, c'est la 2e ville du pays. Donc cette pression permanente par les Russes. Et avec cette incertitude sur les jours et semaines à venir, il semblerait que les Russes vont relancer leur offensive une fois qu'ils auront recomplété des unités qui ont été très sérieusement sollicitées pendant la bataille du Donbass. Et justement, c'est une information des renseignements britanniques que la Russie serait en train, à l'heure actuelle, de déplacer des forces venant d'un peu partout dans le pays pour justement renforcer cette offensive et en effectuer de futures dans l'Est notamment. Oui, on voit bien que Vladimir Poutine n'a absolument pas renoncé à ses objectifs. Le Donbass étant cette étape décisive, il en a déjà pris une partie. Il veut aller jusqu'au bout avec notamment donc cette double agglomération de Sloviansk-Kramatorsk.
Mais c'est un très gros morceau. Pour cela, il lui faut davantage de force, il lui faut davantage de soldats. C'est l'un de ses problèmes. Et pendant ce temps-là, il faut aussi que les Ukrainiens préparent leur défense. Donc on voit bien qu'on est dans un conflit long, un conflit meurtrier et qui, hélas, va durer bien au-delà donc des semaines et mois à venir. Une guerre pouvait a duré longtemps et qui a des conséquences évidemment sur notre approvisionnement en gaz russe. Une coupure de livraison est à l'heure actuelle un scénario probable, très probable. C'est ce qu'a annoncé hier Bruno Le Maire. C'était aujourd'hui, le ministre de l'économie. Une menace crédible avait admis hier Elisabeth Borne. Clément Gauvin. Pour Elisabeth Borne, la France doit dès cet hiver se préparer à ne plus utiliser de gaz russe. Je pense qu'il ne faut pas se cacher la réalité et la gravité de la situation dans laquelle on est. L'hypothèse qui est tout simplement une rupture d'approvisionnement, une rupture de livraison de la Russie en Europe, pour l'Europe, elle est crédible. Une sanction de la Russie en représailles à celles imposées par l'Union européenne qui se fait déjà ressentir. En juin, Gazprom, le géant du gaz russe, a réduit ses livraisons de 40%. Ce qui bouscule le calendrier prévu par les Occidentaux. On a essayé de faire ça d'une manière étagée. Les Russes ont dit non, vous ne voulez plus de notre gaz, on va aujourd'hui vous en priver. Pour remplacer le gaz russe, le gouvernement pourrait augmenter les importations de gaz venus d'autres pays. Les sources que l'on peut imaginer sont limitées, un peu plus de gaz venant du Qatar, du gaz supplémentaire venant des États-Unis avec les problèmes que ça pose. On sera très loin des 150 ou 100 milliards de mètres cubes de gaz qui vont manquer. En cas de température trop basse cet hiver, les ménages et entreprises pourraient être incités à réduire leur consommation de gaz. La politique, le gouvernement veut tourner la page du quoi qu'il en coûte. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, affirme que nous sommes passés du quoi qu'il en coûte au combien ça coûte. Et Marine Le Pen estime, elle, ce dimanche, qu'Emmanuel Macron a, je cite, acheté son élection grâce au quoi qu'il en coûte. Elle était dans BFM Politique à la mi-journée. La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron, il a acheté son élection par le quoi qu'il en coûte dans les derniers mois. Et aujourd'hui, il dit, bon, maintenant que je suis élu, les enfants, on va recouper les robinets, vous avez été bien gentils et vous vous êtes fait avoir. Ce qu'il faut, c'est des mesures structurelles pour soutenir le pouvoir d'achat. Et les mesures structurelles, je l'avais annoncé, je l'avais en tout cas proposé, je continuerai à le faire à l'Assemblée d'ailleurs, la TVA d'abord à 0% sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'alimentation et d'hygiène. Tout de suite, l'infotrafic.